Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseurs Globetrotter. Donc aujourd'hui on va discuter du marché immobilier ici à Playa del Carmen. Donc ça fait plusieurs mois que je reste ici, que je suis sur cette ville. C'est très agréable, donc on peut voir tous les jours, c'est ça. C'est des belles plages, la mer, superbe. Et on va aller voir Luigi, il va nous montrer un studio, donc un investissement ici, un investissement immobilier. Et avec lui, on va faire tous les chiffres en détail en termes de combien de revenus locatifs on peut avoir sur Airbnb par mois, quels sont les coûts, etc., etc., pour arriver à une rentabilité nette. Donc on va vraiment voir tous les chiffres en détail. Et c'est vraiment important de faire ça parce que on voit beaucoup de mauvaises informations sur Internet avec des gens qui vous promettent une rentabilité fantastique quand vous investissez au Mexique, on vous montre des jolis PDF avec plein de calculs dans tous les sens. Mais ce sont vraiment des exagérations. Donc on peut avoir des bons rendements raisonnables, mais les rendements de 10-12% qu'on peut voir dans ces PDF sont complètement faux. Donc c'est vraiment important de bien comprendre le marché. Donc personnellement, je trouve que Playa del Carmen est intéressant pour plusieurs raisons. Donc je vois plusieurs catalyseurs. Donc un catalyseur qui est vraiment important, c'est le fait qu'il y a des millions de Nord-Américains qui ont réalisé qu'ils peuvent en fait travailler de manière à distance complètement. Ils n'ont plus besoin de rester au Canada ou aux États-Unis et ils peuvent déménager dans des pays comme le Mexique qui sont juste à quelques heures d'avion. La vie est moins chère, il fait beau tout le temps. Pour les Canadiens, ils peuvent vraiment beaucoup réduire leurs impôts. Pour les Américains, c'est un peu plus compliqué. Mais aussi, il n'y a pas toute cette tension politique. Et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment beaucoup parmi tous les exilés, je vais dire un peu, qui sont ici, tous les Nord-Américains, c'est qu'ils veulent vivre en paix. Donc qu'ils soient républicains, démocrates ou quelque chose d'autre, ils sont contents d'être au Mexique parce que quand ils sont ici, ils peuvent simplement vivre sans rentrer dans des histoires de culture wars comme on peut voir en Amérique du Nord. Et on voit aussi beaucoup d'Européens qui ont déménagé ici. Donc les Européens, c'est un peu plus compliqué pour eux parce que l'euro est faible et la vie au Mexique, bon, c'est pas très cher. Mais fondamentalement, on peut avoir un niveau de vie un coût de la vie similaire dans certaines régions d'Espagne, si on est honnête. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est un peu à débattre. Mais on voit de plus en plus d'Européens qui débarquent ici parce qu'eux aussi ils veulent s'éloigner de toute la situation en Europe, de conflits, de complications pour faire du business, etc. Au Mexique, c'est plus facile de commencer une entreprise, de faire du business. Alors qu'en Europe, il y a beaucoup plus de règles et les gens se sentent plus opprimés. Donc c'est quelque chose qui ressort quand on parle aux entrepreneurs européens. Ils se sentent beaucoup moins opprimés ici. Et aussi, on commence à voir des réfugiés de l'énergie, donc qui ne veulent pas payer des prix astronomiques pour l'énergie l'hiver, pour le gaz, donc, ou pour l'électricité, donc ils viennent ici pour quelques mois l'hiver. Donc ça, vraiment, c'est surtout les Nord-Américains le catalyseur, mais aussi on va voir de plus en plus d'Européens. Et deuxièmement, ce qu'on voit aussi, c'est on rentre dans un monde où il n'y a pas assez de commodities, donc de ressources naturelles, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on n'investit plus du tout dans le secteur minier. Donc on voit les prix des ressources naturelles qui augmentent. Donc sur le moyen à long terme, ça devrait être une tendance qui continue de s'affirmer. Sur le court terme, on ne sait pas s'il y a une grosse crise économique. Mais le Mexique est bien positionné pour ça, avec beaucoup de ressources naturelles, des mines, etc. Et c'est un des pays qui attire le plus d'investissements dans le secteur minier dans le monde. Donc ça, c'est important à savoir. Et troisièmement, et ça c'est quelque chose que peu d'analystes ont commencé à discuter, mais qui va vraiment être un énorme catalyseur pour le Mexique, c'est le reshoring. Donc en gros, c'était pendant les années 90 et 2000, on voyait toutes les entreprises européennes et américaines qui envoyaient leur production en Chine surtout. Et maintenant, avec les tensions qui n'arrêtent pas d'augmenter entre la Chine et l'Ouest, beaucoup d'entreprises se disent c'est sans doute pas très safe d'avoir trop de production et de biens en Chine parce qu'ils pourraient se retrouver sous des sanctions comme les entreprises de l'Ouest se sont retrouvées en Russie où leur propre gouvernement les ont mis sous sanctions et ils ont tout perdu. Donc on peut voir Renault, etc. Ils ont dû tout vendre pour 1 euro
à cause des sanctions de leurs propres États. Donc ça c'est un risque. Donc de plus en plus d'entreprises, pour limiter ce risque, vont se retrouver dans une situation où ils vont vouloir moins produire en Chine. Donc certains vont aller au Vietnam, en Indonésie, etc. etc. Mais la réalité c'est qu'il n'y a pas tant de choix que ça. Alors que quand on investit au Mexique, toute la frontière nord du Mexique avec les États-Unis, c'est en gros une grosse base de production. On voit des usines dans tous les sens. Et il y a un Free Trade Agreement, donc un accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc on peut produire au Mexique et dans la plupart des cas avoir accès total au marché américain tout en bénéficiant de coûts de production bas au Mexique grâce à la main-d'œuvre au Mexique qui est pas chère et aussi parce que les Mexicains sont assez forts pour utiliser des Guatémalens, des Salvadoriens, etc., des Nicaraguayens, pas toujours de manière très légale, mais ça permet de vraiment baisser les coûts de production. Donc beaucoup d'entreprises de l'Ouest vont de plus en plus investir dans le Mexique dans les années qui suivent. Donc ça va être vraiment un gros positif, ce qui veut dire aussi que c'est bon pour le marché du tourisme local. Donc ça c'est important, c'est quand on investit dans la Riviera Maya, donc ici à Playa del Carmen ou à Tulum ou à Cancun, la réalité c'est que le tourisme est surtout encore nord-américain, mais il y a de plus en plus de tourisme local aussi. Et c'est quelque chose qui risque de se développer aussi long terme. Donc ça c'est vraiment les 3 catalyseurs les plus importants. Donc là l'appartement qu'on va voir est en plein centre-ville. Donc c'était une étude de cas qu'on voulait faire en plein centre-ville, tout près de la 5e Avenue. Donc ça c'est l'avenue où il y a tous les restaurants, tous les magasins. C'est là où on peut faire tout le shopping. Et c'est là aussi que le soir il y a tous les bars, les boîtes de nuit, etc. Donc c'est vraiment le centre de Playa del Carmen. Donc emplacement ce qu'il y a de meilleur. Très bien, donc il y a une entrée. Un concierge à l'entrée. Maintenant, nous allons au 4e étage. On va faire un petit tour rapidement du studio. Donc voilà, petite cuisine. Petite salle de bain, rien à dire. Donc vraiment, on veut juste voir ça rapidement. Le but, c'est de faire l'analyse plutôt que de faire des visites d'appartements. Et on voit il y a un petit balcon ici. Donc il n'y a pas vraiment de vue, mais bon voilà, rien à dire. Une vue sur la ville. On peut voir un peu la mer au fond, mais ce qu'on va voir, ce qu'il y a d'important ici, c'est le toit. Donc on va voir pourquoi. Et Luigi sur son téléphone. Ciao. Très bien. Donc maintenant, allons sur le toit. On va voir la piscine, le bar, tout ça, parce que quand on est sur Airbnb, c'est ce qu'il y a d'important, de vendre tous les services sur le côté. Très bien, donc on arrive en haut. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de comprendre pour le marché à Playa del Carmen. Si on a un balcon sans vraiment une très belle vue, c'est pas forcément un problème parce que ce que les gens recherchent, c'est toutes les amenities. Donc là on peut voir une superbe vue, on est tout près de la plage. Une belle plage. Là, les gens, ils s'imaginent, vous mettez des belles photos sur Airbnb, ils s'imaginent en train de boire des bières dans le jacuzzi. Il y a aussi une belle gym, franchement, c'est pas mal du tout. Donc, les gens s'imaginent en train de faire du sport. Belle vue, c'est quand même pas mal du tout. Et la piscine. Donc, la piscine, elle est vide, mais c'est un bon signe parce que tout à l'heure, quand je suis venu, ils étaient en train de refaire, de fixer un peu de faire des réparations et tout. Et ça c'est important parce que je fais pas mal d'investissements dans des pays en voie de développement et souvent il n'y a pas vraiment une culture de l'entretien. Donc vous pouvez acheter un beau bâtiment, on le voyait par exemple au Kenya, des superbes bâtiments, et au bout de 2 ans ça a l'air dégoûtant parce que les gens sont incapables d'entretenir et ça les intéresse pas du tout. Donc là le fait que cet après-midi, il n'y a pas d'eau et parce qu'ils étaient en train de refaire, de réparer les trous, etc., de remettre un peu le carrelage en place, tout ça, c'est un très bon signe. Donc ça, c'est un positif. Et
un bar, donc en fait, vous vendez ça, quoi. Vous vendez le bar, vous vendez la piscine, vous vendez le jacuzzi, vous vendez la gym et le studio donne accès à ça. Très bien, donc maintenant on va redescendre dans le studio, on va parler à Luigi, on va faire tous les chiffres en termes du rendement, les coûts, les revenus par mois, etc. Comme ça on aura une bonne idée du cas pour l'investissement ici à Playa del Carmen. Donc très bien, donc maintenant on est avec Luigi. Luigi, comment est-ce que ça va? Ça va super bien, Max. Merci. Parfait, donc là ce qu'on va faire, on va discuter des chiffres en termes de l'investissement de cet appartement en détail, donc combien est-ce qu'on peut recevoir de loyer, ensuite tous les coûts par mois, etc. pour arriver à un rendement net. Oui. Donc cet appartement de 40 mètres carrés coûte 150 000 $ en pré-vente, donc sur plan, c'est ça? Oui, c'est sûr. Ouais. Ok. Donc avant de rentrer dans les chiffres, c'est important de bien comprendre le marché à Playa del Carmen parce que c'est un marché qui n'est pas forcément facile à comprendre. C'est pas comme investir à Bruxelles ou à Paris ou à Montréal où on sait que certains quartiers sont très bons, etc. Ici, c'est vraiment une petite ville où d'une rue à une autre, les prix et les dynamiques peuvent vraiment changer. Ouais. Et il y a toute une partie entière de Playa del Carmen parce que quand vous regardez sur Internet, vous verrez des trucs vraiment pas chers, des appartements pas chers, des maisons pas chères. Mais le problème, c'est qu'à partir d'un certain endroit dans la ville, on peut construire sans fin. C'est un peu comme Dubaï. C'est la jungle derrière et on peut couper les arbres et construire sans fin. Donc c'est vraiment important de bien choisir les quartiers où on investit. Sinon, on peut vraiment acheter un appartement qui est très bien, mais 2 ans plus tard, il y a une nouvelle cité juste à côté qui se fait construire où tout est plus moderne, tout est plus joli et vous aurez du mal à trouver des locataires. Donc ça, c'est vraiment donc ça, c'est un studio, c'est l'investissement un peu typique en plein centre. Il n'y a pas de problème avec l'emplacement, c'est le meilleur emplacement, c'est près de la plage, près de la Fifth Avenue. Donc c'est un studio. Donc on en discutait un peu avant avec Luigi. Donc ça, c'est un studio, on va l'appeler pre-Covid, donc avant Covid, Ouais. dans le sens que c'est un peu une chambre d'hôtel. Mais maintenant, les studios évoluent dans la région et c'est pour ça que c'est important d'acheter, je dirais vraiment sur plan, parce que les constructeurs, les promoteurs immobiliers prennent ça en compte maintenant. C'est que les gens veulent un endroit pour travailler. Donc c'est important maintenant que quand on achète quelque chose, qu'il y ait un bureau où les gens peuvent être là avec leur ordinateur et travailler. Parce que quand on investit dans un studio comme celui-ci, où c'est vraiment plutôt une chambre d'hôtel, on ne va avoir que des touristes. Mais quand vous investissez dans un studio où il y a au moins un bureau et une chaise confortable, une bonne connexion Internet, vous aurez non seulement les touristes, mais vous aurez aussi tous les digital nomades. Et ça, c'est vraiment important, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui viennent ici pour plusieurs mois, surtout des Américains, quelques Européens aussi. Mais bon, les Européens, ils n'auraient pas trop les moyens pour ça, c'est un peu trop cher pour eux. Mais surtout les Nord-Américains viendraient ici pour quelques mois, ils veulent habiter dans des beaux appartements, dans des beaux buildings, des beaux appartements, mais vraiment avoir un endroit pour le dedicated work. Ouais, ça c'est sûr. Puis ça a changé beaucoup parce qu'avant, comme tu disais, une chambre à coucher, un hôtel, c'était plus ou moins le style avant parce que c'était vraiment des gens en vacances qui restent une semaine, tu vois. Et puis ils restent pas vraiment dans leur chambre à coucher. Ils sortent. Puis maintenant, ça a changé beaucoup. Maintenant, les nouveaux projets, ils ont pas seulement des appartements un peu plus grands, à 45 mètres carrés, à 47 mètres carrés. Comme ça peut nous donner un peu d'espace pour avoir un bureau, mais aussi dans les nouveaux développements, ils ont un coworking. Alors, si tu n'as pas envie de rester dans ta chambre ou dans ton appartement, quand même, où tu as des réunions, des rendez-vous avec peut-être où tu veux faire des vidéos, n'importe quoi, tu as au moins un coworking sur le premier étage ou au deuxième étage, puis tu as beaucoup plus d'espace, tu vois, à travailler. Ouais. Donc, quand je vois le marché, quelque chose comme ça, personnellement, je n'achèterais pas, mais en pré-vente, un studio avec le dedicated workspace ou même un coworking space, Ouais. parfait pour le marché nord-américain. Pour les Européens, la réalité, c'est qu'un digital nomade nord-américain, ça se fait au moins 80 000, 100 000, 120 000 $ par an. Un digital nomade européen, 2 500, 3 000 € par mois. Donc, en fait, pour les Européens, il vaut mieux acheter un petit peu plus loin, mais toujours à 10 minutes à pied de la plage, plutôt qu'à 3-4 minutes, 5 minutes. Dans des bâtiments un peu plus anciens, qui ont à peu près 10 à 15 ans, où il y a
pas forcément une piscine, mais où les appartements sont beaucoup plus grands et le prix au mètre carré est beaucoup moins cher. Ouais. Parce que les Européens demandent moins de luxe d'habitude que les Américains qui ont plus d'argent et qui aiment dépenser. Les Européens, ils ont moins d'argent, ils aiment bien aussi plutôt faire des économies. Donc le marché européen, je dirais, c'est plutôt acheter un truc un peu plus ancien pour louer aux Européens. Ça, c'est vraiment plutôt avec un dedicated workspace, ce serait plus le marché américain. Donc les chiffres, donc c'est 150 000 $ à l'achat. Oui. Il y a des frais de notaire d'à peu près 6%, et il y a aussi un frais pour créer un trust, parce que quand on est étranger et qu'on achète près de la côte au Mexique, on n'a pas le droit d'acheter à son propre nom, on doit passer à travers un trust, une banque, donc c'est un processus tout à fait normal qui se fait avec la banque et le notaire. Ouais, c'est très normal, puis c'est simple aussi, Voilà. c'est facile à faire. Puis le prix pour avoir un trust, c'est à peu près 2600 $, c'est une fois. Chaque année, il faut payer à peu près 600 $ pour avoir ton trust toujours activé. Puis c'est un processus, c'est normal, parce qu'ici au Mexique, la plupart de l'argent, l'investissement, puis tout ça, c'est des étrangers. Alors c'est vraiment facile à faire. Parfait. Donc, en gros, 150 000 à l'achat, 6% de frais de notaire, à peu près 2600 $ de bank trust de frais, qu'on arrive à peu près à 161 000 $ pour acheter cet appartement clé en main avec le lit, avec tout en gros. Avec tous les meubles, ouais. Avec tous les meubles, donc meublé entièrement. Ouais. Donc, en termes des revenus, donc on regardait, parce que c'est un appartement qui est déjà sur Airbnb, donc on regardait les chiffres en détail, on a tout le data. À peu près 3 000 $ en janvier, de février à la fin du mois d'avril, 2 300 $ par mois, du mois de mai à la fin septembre, à peu près 900 $ par mois, octobre, novembre, 750 $ par mois, décembre, à peu près 2 300 $ par mois. Il faut être vraiment clair. Ici, il y a des saisons. À peu près le 15 décembre jusqu'au 8 janvier, c'est vraiment, on appelle ça peak season. C'est la saison peak où c'est Noël, puis Nouvel An. Puis vraiment, c'est beaucoup plus cher. Les prix, c'est presque le double. Alors, c'est vraiment occupé, les rues sont occupées, il y a beaucoup d'énergie, c'est vraiment quelque chose à voir. Mais après le 8 janvier, c'est la saison haute. Alors c'est le 8 janvier jusqu'à la fin du mois d'avril, le 1er mai. Puis après ça, mai jusqu'au mois de juin, c'est pas mal. Mais le mois de juillet, mois d'août, il y a beaucoup de Mexicains et des Européens aussi qui commencent à voyager. Mais vraiment, la saison, le mois de septembre, octobre, novembre, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Donc à peu près 90% de taux d'occupation, donc de mi-décembre à la fin avril, et le reste de l'année 50-60% à peu près. Oui, c'est ça. Donc en termes des coûts, le management du Airbnb, en général les compagnies prennent à peu près 25%. 25%. Ouais. Là, il y a les frais de copropriété d'à peu près combien par mois? Ici, c'est 2 $, 2,50 sous pour mètre carré. Alors ici, c'est 40 mètres carrés, alors c'est 100 $ par mois. Alors c'est pas grand-chose. L'électricité et l'eau? L'électricité, c'est à peu près, avec l'eau, c'est à peu près 80 $ par mois. Alors c'est à peu près 1200, 1300 $ par année. Okay. Taxe de propriété? C'est pas cher du tout, je rigole parce que c'est pas cher, c'est à peu près 4000 pesos, que c'est 200 $ chaque année. Alors c'est pas grand chose. 200 $ de taxes foncières, donc ça va, c'est pas trop méchant. Ouais, c'est rien. Ouais. Après, on a les 600 $ que tu avais mentionné pour le Bank Trust, et on a mis dans les chiffres à peu près 600 $ de frais de... Quand il y a quelque chose, il y a un peu des travaux à faire, quelque chose à repeindre, ou il y a des tabourets qui cassent. Mais c'est pas trop cher. Okay. 600, c'est un bon budget, mais je crois que si tu n'as pas grand chose à faire, tu ne vas pas utiliser le 600 $. Surtout que c'est neuf. Donc c'est vraiment, on fait ça pour être conservateur. C'est ça. Et les frais pour le nettoyage, oui. Le nettoyage, c'est à peu près, pour un check-out, c'est à peu près 35 $. Alors ici, cette année, c'était à peu près 1200, 1300 $. Parfait. Donc maintenant, quand on voit tous les chiffres, en gros, on peut finir avec un rendement net d'à peu près 5,3% par an sur un investissement comme ça. Donc, est-ce que c'est les meilleurs rendements dans le monde? Non.
Est-ce que c'est assez intéressant? Oui. Ce que j'aime bien ici avec le marché au Mexique, c'est que c'est un marché qui offre une diversification vraiment intéressante. Donc ça permet de ne pas investir dans un pays de l'Ouest, ça permet d'investir dans un pays qui est neutre. Donc surtout dans le monde actuel où il y a beaucoup de tensions géopolitiques, le Mexique reste neutre et accepte les investissements de partout. Donc même par exemple les Russes peuvent encore investir au Mexique. Nous, en tant qu'Européens ou en tant que Nord-Américains, on peut aussi investir ici. Donc c'est un marché qui est très ouvert. Donc c'est une manière de sortir un peu son argent de pays qui sont politiquement très engagés dans des conflits géopolitiques. Ouais, donc c'est mettre son argent dans un endroit neutre, mais qui bénéficie quand même du fait qu'ils sont très proches des Américains, donc on a toujours des revenus en USD. C'est pas comme investir dans une monnaie de singe. Quand on investit au Mexique, c'est un pays qui est assez stable d'un point de vue politique. Et surtout ici, les revenus sont en USD. Donc quand on met les appartements sur Airbnb ici, on ne les met pas en pesos, on les met en dollars. Oui, c'est ça. Puis en plus ici, la qualité de vie, on a tous les services, tous les conforts, par exemple au Canada, aux États-Unis. Alors c'est pas un grand changement, par exemple si je voyage, je sais pas, à Colombia, où il y a vraiment des grandes différences, tu vois. Ici par exemple, c'est comme une autre ville au Canada, mais avec des belles plages. Tu vois, tu as Wi-Fi, tu as tous les services. Alors vraiment, c'est un endroit touristique. En plus, ici, l'aéroport à Cancun, depuis le mois de janvier jusqu'au le mois de septembre, mois d'août, ils ont à peu près 20 millions de passagers. 20 millions, seulement Cancun. Et ils construisent un deuxième aéroport à Tulum. À Tulum, oui. Alors c'est énorme, c'est énorme. C'est beaucoup d'actions, beaucoup de trafic. Alors ça c'est la raison qu'ici ça devient beaucoup plus populaire. Il est vraiment connu pour les marchés mondiaux. Et c'est intéressant, donc vraiment, pas seulement pour les gens qui veulent sortir un peu de l'argent de l'Ouest, mais aussi pour les gens qui travaillent, qui veulent passer plusieurs mois par an tranquillement chez eux au Mexique. Parce qu'en gros, ce qu'il y aurait à faire, c'est de louer l'appartement de septembre à fin avril, quand les loyers sont vraiment très élevés. Et le reste de l'année, plutôt que de vous faire, après tous les frais, 400-500 $ par mois, autant rester ici et vivre gratuitement. Ouais. Donc ça offre vraiment le mix où on peut vivre pour une partie de l'année gratuitement et le reste de l'année se faire des très bons rendements. Oui, ça c'est sûr. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a vu beaucoup les derniers, à peu près 1 an, 2 ans, c'est beaucoup de Canadiens qui sont venus ici, puis ils ont commencé à vendre leur maison principale. Puis par exemple, le marché à Vancouver, une maison à Vancouver, c'est $1 million au moins. Une maison, pas grand-chose, c'est une petite maison, quoi. Alors avec la vente d'une maison à $1 million, après qu'ils ferment, ils paient leur hypothèque, ils arrivent ici avec pas mal d'argent, comme ça ils peuvent acheter 2-3 appartements à la même fois. Alors, si tu as envie de rester dans un appartement, tu peux vivre ici pendant l'année, mais tu as un autre appartement, même 2 appartements qui sont en train d'avoir un peu de revenus, un peu comment ça, ils gagnent un peu d'argent, tu vois. Alors, ils peuvent rester ici pendant 12 mois, 6 mois, pas de problème. Puis, c'est une qualité de vie. Vraiment, ça change beaucoup. Ouais. Et dernièrement aussi, dans un monde où les taux d'intérêt augmentent beaucoup au Québec, et en Belgique, en France, etc. La réalité, c'est que ça va avoir un impact très négatif sur les prix de l'immobilier dans tous ces pays-là. Par contre, quand on investit donc, dans la Riviera Maya, ici au Mexique, la réalité, c'est que c'est un marché qui est surtout cash. Donc, les gens qui achètent ici, les étrangers en général, ils achètent avec du cash. Quelques Américains et quelques Canadiens arrivent à avoir des lignes de crédit, donc il y a un petit effet de levier dans le marché. Mais de manière générale, sont des étrangers qui arrivent avec du cash et les Mexicains qui ont les moyens de payer des prix comme ça, parce que c'est pas si peu cher que ça, eux aussi investissent avec du cash. Donc que les taux d'intérêt augmentent ou baissent, ça n'a pas un impact massif sur le marché. Donc en fait, avoir de l'argent au Mexique, donc ça, c'est pas un conseil d'investissement, mais dans le fond, avoir un appartement ici à Playa del Carmen ou à Tulum, il y a moins de risques d'un point de vue de taux d'intérêt, d'impact des taux d'intérêt sur la valeur de votre investissement que si vous gardiez ça
à Montréal, à Québec, à Paris ou à Bruxelles. Puis, exactement. Puis en plus, ici, on a tourisme. La quantité de trafic de tourisme ici, c'est vraiment pour la location, c'est excellent. Mm-hmm. Ouais. Et il n'y a pas que du tourisme nord-américain, il y a aussi pas mal d'Européens. Oui. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on voit de plus en plus des Américains, des Européens qui veulent vivre en dehors de l'Ouest, qui veulent vivre dans des endroits un peu plus détendus, sur la plage, tranquille. Donc il y a vraiment un gros marché maintenant aussi pour le mid-term market, pour le marché long terme aussi, pour les locations à long terme, oui, ou pour plusieurs mois. Et aussi le marché mexicain. Faut pas oublier, le Mexique, c'est pas une république bananière comme beaucoup de gens le pensent. C'est un énorme pays de 130 millions d'habitants. Et ça c'est une autre chose, ça c'est un bon point, parce que les Mexicains qui habitent dans les grandes villes, par exemple, les grandes villes ici, avec beaucoup de trafic, il y a beaucoup de stress. Alors les Mexicains, ils cherchent les endroits sur la côte, par exemple à El Carmen, Cancún. Puis ils viennent ici pour 2-3 jours. C'est pas cher. Pour prendre une vol ici au Mexique, par exemple, Guadalajara à Playa del Carmen, c'est même pas 2 000-3 000 pesos, c'est 150 $ pour prendre une vol. Alors tu arrives ici, tu restes 3 jours, puis comme ça, ils prennent beaucoup de vacances pendant l'année. Comme ça, ici on a les deux marchés, les marchés touristiques, puis aussi les marchés, les Mexicains qui prennent les vacances. Ouais. Ouais. Et dans des endroits comme ça, même des appartements comme ça, c'est pas que des étrangers qui louent, il y a aussi beaucoup de Mexicains. Donc c'est un pays où il y a de l'argent. Donc si vous allez à Mexico City, c'est pas une ville pauvre. Vous voyez beaucoup de belles voitures, beaucoup de beaux appartements, etc. Dans le nord du pays, énormément d'industrie, donc surtout dans un monde où on va avoir où les compagnies américaines vont vouloir retirer de l'investissement de Chine, parce qu'ils ont peur de l'impact sur les supply chains. Beaucoup d'entreprises vont créer des usines, etc. Donc au Mexique. Donc sur le long terme, ça a déjà commencé. Par exemple à San Luis Potosí, on a beaucoup de Chinois, puis aussi beaucoup de, par exemple BMW. Ils ont leur usine à San Luis Potosí, puis et ça a déjà commencé. Tu vas voir parce que c'est beaucoup moins cher et puis c'est beaucoup plus stable. Ouais. Ouais. Alors, par exemple, si vous êtes chinois, que vous voulez avoir accès au marché américain, créer une usine en ce moment aux États-Unis. En tant que Chinois, c'est sans doute un peu risqué, votre capital est à risque. Par contre, si vous le faites au Mexique, votre capital est beaucoup moins à risque. Donc en tant que Chinois qui veut investir aux États-Unis, qui veut créer aux États-Unis, en fait, vaut mieux faire les choses au Mexique et passer à travers le Mexique pour pouvoir avoir accès au marché américain. Donc beaucoup de Chinois font ça. Bah oui, et ici, le Mexique, c'est un pays vraiment riche, hein. Ouais. Beaucoup. Ils ont beaucoup de tourisme, agriculture. Il y a les mines, beaucoup de mines ici, pétroleum aussi. Ouais. Alors vraiment, c'est un pays vraiment riche, puis et c'est vraiment joli aussi. Ouais, donc pour tous les Québécois qui veulent passer quelques mois tranquillement au soleil, pas très loin de chez eux, ici c'est très agréable. Et pour les Européens qui ne veulent pas avoir tout leur argent en Europe, qui veulent un peu diversifier dans des endroits un peu plus en paix, le Mexique c'est aussi une très bonne option et c'est facile d'avoir le permis de résidence pour pouvoir vivre ici toute l'année si on a envie. Donc fantastique. Luigi, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez acheter quelque chose à Playa del Carmen, à Cancún, à Tulum, il y a le email de Luigi juste en dessous. Il y a aussi un lien avec plus d'informations sur tous ces services. Ok, merci beaucoup Luigi. Merci.